C'est Thomas Rebaud, ancien fondateur de Licorne, aujourd'hui investisseur. Il s'est pas versé de salaire depuis 4 ans, Mais j'ai pas de salaire, donc c'est pas un choix si j'en ai pas. mais il a fait des paris osés sur Anthropic, Revolut, SpaceX quand personne n'y croyait encore. Dans cet épisode, il ne prendra aucun gant. Écrire taxer les riches comme ça, je dis, mec, c'est ce que tu fais en fait. Faut arrêter de se prendre pour des traders, et en crypto, et en action. Il va te dire pourquoi 95% des boîtes qui mettent IA dans leur nom ne seront jamais revendues. Comment Nvidia et OpenAI font tourner des milliards en rond. Ça aura un impact sur la totalité des boîtes en AI qui se créent demain matin, hier, la veille, les centaines de boîtes qui partout. Pourquoi lui n'investira jamais en bourse. Je fais pas de public, je fais que du privé. Je fais pas d'action publique. Mais aussi comment te protéger de l'erreur que font la plupart des moldus comme toi et moi. Celles qui lavent ton capital sans même que tu t'en rendes compte. Tu peux en avoir besoin, te faire virer demain, vouloir partir en vacances, te faire larguer. Mais le truc le plus important, il le garde pour la fin. C'est le moment exact où il faut oser sortir. En général, les particuliers finissent par rentrer quand tout le monde en parle déjà. Et c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dedans. Parce qu'investir dans l'IA, c'est pas savoir rentrer, c'est savoir sortir avant les autres, comme au poker. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce qu'il dit va changer ta façon de voir ton argent. C'est parti. On entend 1000 choses à propos de l'IA, alors faut-il investir dedans ou pas? Aujourd'hui, je reçois Thomas Rebaud qui s'est spécialisé dans l'investissement tech pour nous dire est-ce qu'il faut investir sur l'IA ou pas, dans quelle proportion, à quel moment. Vous allez tout savoir sur comment, où et quand diversifier votre portefeuille. Thomas, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quoi tu as investi sur l'IA? Dans tout, la question sur l'IA en ce moment, on est dans une bulle. Et donc la question, c'est à quel endroit de la courbe de la bulle tu rentres. Le but, c'est pas de vendre une boîte quand tu investis dans l'IA aujourd'hui, il faut que tout le monde le comprenne bien. Le but, c'est de sortir avant que le truc se passe pas bien. En off, on parlait des valos dans l'IA et tu me demandais s'il y avait une bulle, etc. C'était un peu le thème que tu voulais aborder. Il faut définir ce que c'est qu'une bulle avant. Une bulle, c'est quand tu as un secteur, un pays, une économie ou une boîte, en général, c'est plus qu'une boîte, c'est plutôt macro, qui survalorise un actif. Point. Et que cet actif, il prend beaucoup de place dans une économie. Si tu as un token crypto numéro 343 000 qui est survalorisé, c'est pas une bulle. Quand on dit une bulle, c'est que c'est un sujet macro qui concerne l'économie. L'IA et les boîtes tech au global ayant un impact majeur sur l'économie, les gens font tellement n'importe quoi en achetant à outrance ces actifs-là, que la valeur de ces actifs augmente bien au-dessus de leur valeur réelle, et qu'à un moment donné, il se passe un truc, ça pète, et là, c'est le drame pour tout le monde. Parce qu'évidemment, qui c'est qui prend cher là-dedans? C'est les gens qui n'ont pas trop d'argent, etc., etc. C'est ça une bulle. Il y a un événement déclencheur, un tweet d'Elon Musk, le Trump. Non, mais ça peut complètement être ça. Hein. Une guerre qui commence, un défaut d'une grande boîte ou une boîte qui plante. Si OpenAI, par exemple, qui veut faire une IPO, donc une entrée en bourse, comme elle l'annonce depuis 12 mois, ne fait pas son entrée en bourse, parce qu'elle n'y arrive pas, deux, fait son entrée en bourse à une valeur absurde au regard de ses revenus actuels, et que du coup, post-entrée en bourse, on voit tous les chiffres et tout le monde se met à vendre, vu qu'OpenAI et un peu Anthropic maintenant, c'est un peu les leaders du marché, un peu comme le Bitcoin est avec le reste, quand le Bitcoin casse la gueule, tous les tokens se cassent la gueule, toutes les cryptos se cassent la gueule, et ben c'est pareil, si OpenAI fait une entrée en bourse, devient public, on voit ces chiffres, on se dit mais c'est quoi ce bordel? Et du coup les gens disent non, moi j'ai acheté ça à 1 trillion, mais en fait c'est hors de question, je vends, et que tout le monde vend, ça aura un impact sur la totalité des boîtes en AI qui se créent demain matin, hier, la veille, les centaines de boîtes qui sont partout, où les fonds d'investissement vont se dire ouh là là, en fait je peux pas entrer maintenant à cette valeur débile parce qu'il y aura personne pour me le racheter, donc je rentre pas, donc la boîte meurt, et là t'as plein de gens qui va en l'an 2000 là, sur la bulle tech, en 24 à 48 heures, tu as eu, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme 60, je crois que 78% des boîtes qui ont croûté en très peu de temps. Et donc, en fait, quand c'est tombé, quand le coup près est tombé, ça a lavé tout le monde. Pareil en crypto, et tu mettais point ICO, point je sais pas quoi dans ton URL, tout le monde a joué là-dessus, tout le monde disait ah c'est bon, il révolutionne le monde, la vision a changé, etc. Mais une Kodak a fait ça. Et en fait, je voyais des decks passer où tu avais un mec qui sortait de HEC Polytechnique qui avait 4 millions d'euros sur une boîte, tu sais même pas ce qu'il allait faire avec, et tu avais Sequoia qui est rentré dedans, il dit mais qu'est-ce que c'est de ce bazar? Et LVMH qui faisait des NFT. Non, mais les trucs de NFT, ce truc débile. Les gens se posaient pas la question à quoi sert un NFT. T'avais des gens bien pensants qui disaient, mais attends, tu te rends pas compte, c'est l'avenir de l'art et tout. Et je dis, moi, je comprends pas. Non, je comprends pas pourquoi on achète, je comprends pas. Le sous-jacent transforme le monde. Transforme le monde. La blockchain, sur la partie notamment bancaire et financière des échanges, est en train de transformer le monde. Internet, évidemment, transformer le monde. Il y a aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a une bulle, c'est-à-dire que la valo des entreprises dans lesquelles tu veux investir quand elles sont privées est débile, mais vraiment débile. Et donc il y a une bulle, parce qu'il y en a qui vont se prendre un truc dans la tronche quand ça va péter. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une vraie tech derrière. Voilà. Simplement,
En tant qu'investisseur, c'est comment tu surfes cette bulle. Si tu rentres trop tard et que tu sors trop tard, tu vas juste être liquidé. Donc, c'est quoi les critères que tu regardes? Par exemple, est-ce que tu regardes des critères de dépendance? Tu regardes pourquoi les valos montent. Donc valorisation. Pourquoi les valos montent? Pourquoi OpenAI et en fait, tu commences à tirer des traits et tu te dis, c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai fait un post de 3 lignes. La plupart des gens n'ont pas compris, évidemment, ce post. Il faut comprendre le sujet pour le. Mais aujourd'hui, ce que tu regardes, c'est une économie circulaire à des proportions complètement débiles, puisque l'économie est circulaire par définition. Quand tu trucs, le boulanger, il prend ton argent, il va Là, acheter. c'est les champs unifiés. C'est ce que fait Musk aussi avec ses sociétés. C'est complètement ce que fait Musk. Maillage. Mais lui, c'est ses boîtes, donc il fait ce qu'il veut. Là, il s'en sert qu'à moitié pour faire monter ses valos. Là, c'est littéralement utilisé pour faire monter des valos. Et donc, Et c'est la nouvelle structure des startups. Il y a un article incroyable de Sequoia là-dessus. Il dit en fait, by design, les startups sont en train justement de devenir un peu toutes des poulpes avec des multibranches pour créer justement ces maillages dont tu parles. eh ben, j'ai pas vu cet article. Si c'est vrai, c'est moche. Mais si c'est vrai, ça participe de la bulle et de l'accélération. Tu as une courbe de bulle, de l'accélération de l'absurdité et donc du moment où ça va péter. Nvidia, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils investissent dans OpenAI 100 milliards. Donc OpenAI, tout d'un coup, vaut, je sais pas, 5 fois ça, 500 milliards. OpenAI prend les 100 milliards qu'ils ont reçus, ils en gardent 50, ils achètent des serveurs à Nvidia. Du coup, Nvidia déclare 50 milliards de revenus. Comme Nvidia est valorisé, je sais pas, 100 fois ses revenus, un peu moins que ça, est valorisé, peu importe, 10 fois ses revenus, j'en sais rien. Tu as investi dans Nvidia? Non, Ah bon? non, je suis pas investi dans Nvidia, Ok. parce que c'était public, Même moi, je j'ai fais investi dans je fais que du Nvidia. privé. Ah d'accord, tu vas nous expliquer après. Ouais, c'est public Nvidia. Et donc, quand ils remettent 50 milliards de leur propre argent dans Nvidia, ça devient 50 milliards d'euros de revenus. Donc, ça crée 500 milliards d'euros de valeur pour Nvidia. L'action monte parce que les revenus d'Nvidia montent. Et en fait, ils font ça avec Microsoft, Google, Amazon. Tu as une espèce de crew qui s'est formé où OpenAI il va acheter 30 milliards d'euros à Microsoft pour un partenariat de je sais pas quoi, etc. Microsoft reprend l'argent et ça tourne en rond. Et donc, en fait, c'est des revenus qui sont pipés. C'est même étonnant. Il y a presque un sujet moral derrière où tu dis, mais quand les commissaires aux comptes arrivent et regarde tout ça, où la partie circulaire de ces économies-là est vraiment centrée sur 10 personnes, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas un red flag qui sonne. Ça devient bizarre. Voilà. Et si c'est légal, je m'en fous, c'est la vie, mais en tant qu'investisseur, il faut que tu vois ce qui se passe. Voilà, c'est juste ça, le truc. Et non, pour te répondre, je fais pas de public, je fais que du privé. Je fais pas d'action publique. Je fais pas d'immobilier non plus. J'investis pas dans l'or, et je fais de la crypto quand c'est pas encore public. Pourquoi? Parce que je considère que pour être bon dans un métier, il faut faire que ça. Et que ça fait 15 ans, je fais de l'investissement privé dans des boîtes tech spécifiquement. Je suis un peu étonnée parce que Ouais. j'ai vu passer ce post-là, qui est excellent d'ailleurs. Ouais, merci. Et d'ailleurs, Ben, notre ami commun, m'avait dit la même chose. Il m'avait dit, Caro, c'est simple, il faut que tu investisses dans le S&P. Ouais. Là, tu montes des taux de rendement qui sont exceptionnels. Et toi, tu investis pas dedans. Non, parce que je fais beaucoup plus que ce taux de rendement. Ok. Ce que ce post, il veut dire, Des- ce post, il conclut pas en disant moi je fais mieux. Je n'écris pas ça dans les posts, c'est ridicule. J'ai le droit de le penser, mais je le dis pas, si tu veux. Ce que ça dit concrètement, c'est le S&P, c'est les 500 plus grosses boîtes. La question que tu dois te poser pour entrer dans le S&P, c'est est-ce que l'économie grossit? Et au global, tu vas avoir 2-3 années où l'économie baisse, ça arrive, ça pète, le monde fait comme ça, c'est la vie. Mais au global, évidemment que l'économie grossit. Et donc, comme le S&P ou le CAC 40, c'est littéralement le reflet des boîtes qui représentent l'économie, si l'économie grossit, l'indice majeur du pays en question va grossir dans le temps. Et donc, ce que ça dit quand le S&P grossit 10-11% en moyenne depuis les années 80, c'est qu'au global, l'économie grossit. Tu vas regarder après, tu vas rentrer, tu vas faire « Attends, je comprends pas parce que le PIB, il est plutôt à 4%, 3%, 6%. » Tu peux avoir une décorrélation entre le S&P, qui sont des acteurs privés et les gens qui se chauffent un peu dessus, et la hausse du PIB. Mais au global, ça va suivre ce trend. Et donc oui, tu peux donc mettre ton argent dans un truc safe à 2-3% qui va à peine rembourser l'inflation. En fait, tu gagnes pas d'argent. Ou tu peux choisir des classes d'actifs plus risquées. Quand tu fais ce choix d'actifs plus risqués, si tu n'as vraiment pas envie de faire du risque, mais que tu es OK pour laisser ton argent pendant 20 ans quelque part, le S&P, le CAC 40, etc., c'est très bien. J'ai vu passer un post LinkedIn où tu dis oui, qu'est-ce que la richesse et tout. Super intéressant. Oui. Et tu dis pour vivre confortablement, il faut environ 15 000 euros par mois. Ça, c'est ton SMIC LinkedIn maintenant. J'ai fait un post là-dessus, notamment parce qu'on parle bien d'un taux de chômage optimal sans que ça choque personne, qui est de 5%. Le taux de plein emploi, ça veut dire qu'il y a 5% de gens qui n'ont pas de taf. Bon, bah, très bien, on n'est pas en train de dire que c'est bien, tu ne glorifies pas le fait d'être... Mais peu importe, c'est juste factuel, c'est genre, c'est pas émotionnel. Et je disais, bah, du coup, c'est quoi le taux de pauvreté ou le taux de richesse, puisqu'on, pour dire taux de plein emploi, on n'appelle pas ça le taux de chômage, optimal. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien d'être pauvre ou que c'est cool, c'est juste avoir une approche économique. Et à côté,
Il y a Martine Aubry, je crois qu'elle s'appelait comme ça, de LFI, qui avait écrit un truc, taxer les riches. Elle avait en toute détente écrit taxer les riches sur un t-shirt. Et moi, ça me choquait qu'une députée de la nation soit aussi agressive par rapport à une classe de gens qui n'ont rien fait de mal. Peut-être pour que le message passe enfin. Ouais, bah ça passait bien là. Mais je trouve ça, on peut vouloir taxer plus les riches, ça c'est de l'économie qu'il faut regarder froidement, et s'ils payent pas assez ou s'ils fraudent, il faut Tu connais Gary Stevens les chercher. ou pas? Non. Ok, c'est un ancien trader repenti en militant anticapitalisme. Ouais, Ça te mais plaît? il va me plaire. Mais j'ai pas de problème avec un militant anticapitaliste. Ouais. J'ai un problème avec si les lois sont pas bien faites, s'il faut imposer plus, s'ils fraudent, parce qu'il y a évidemment plein de gens très aisés qui arrivent à contourner deux, trois, mais très très bien si tu veux. Mais dans le cadre d'une taille Lushman, etc., écrire taxer les riches comme ça, je dis, mec, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vois. Et donc c'est agressif, et ça j'ai pas aimé. Et donc dans ce cadre-là, j'ai écrit un post LinkedIn en disant, mais c'est quoi être riche? Ok, bah donc quand tu es à la médiane ou à la moyenne, tu peux pas dire que tu es riche, factuellement. C'est pas une question de jugement de valeur, il n'y a pas d'émotion dans ce que je dis. Bon, mais est-ce que si tu es 2 fois au-dessus, est-ce que tu es riche? Il me semblait que Hollande avait fait une déclaration où il disait qu'à partir de 4 000 euros, tu étais riche. Ça veut rien dire, ça dépend où tu habites. 4 000 euros à Bali, tu es très riche, Bien sûr. net, Ouais. ça veut dire 5 000 bruts, on va dire à peu près. Ouais, et puis 4 000 euros à 20 ans, t'es riche. Eh bien, exactement. Ouais, Exactement. Si t'as 4 000 euros à 20 ans, c'est n'importe quoi. Personne, non mais, tu vois. Par contre, si t'as 40 ans et 1 ou 2 enfants, bon, alors après, ils font des cas particuliers selon les enfants, mais que t'es à Paris, etc., 4 000 balles, je suis désolé, t'es pas dans le confort absolu, quoi. Et donc, je disais, 15 000 bruts, mettons que ça fasse 10 000 net, j'en sais rien, à partir de combien on peut considérer que franchement, t'as une forme de richesse qui fait que tu comptes plus rien. T'as un appartement de 100, 120 mètres carrés. Non plus, on parle pas d'un mec sur un yacht, hein. De 100, 120 mètres carrés dans une ville comme Paris. Particulièrement, on peut dire que tu es riche, notamment en prenant en compte le fait que si tu arrêtes ton métier pour tout un tas de problèmes, tu te fais virer, tu es malade, etc. Tu arrêtes ton métier, tu as de quoi voir venir un petit peu, une année ou deux. Pour moi, c'est ça la richesse. Indépendamment du fait qu'il y en a qui gagnent 1500 à côté et que c'est 10 fois ça et que c'est scandaleux, ce que tu veux, c'est un jugement de morale. Ça. Mais si on gagne à peu près 15K, je considère que tu commences à rentrer dans un truc riche. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu fasses partie du 1% ou du 5% ou du 10% d'un pays. Parce que sinon, si tu vas au fin fond du Mali, peut-être que le top 1%, il gagne 500 balles par mois, ou 1000 balles, j'en sais rien, je connais pas un truc. Et du coup, c'est pas pour autant qu'un Malien qui est dans le top 1% est riche. Donc, je l'ai pas défini par rapport aux autres, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. J'ai défini par rapport à ce qu'on vivait en tant qu'être humain. Avant, tu étais une personne entre 5 et c'est brut, hein, faut enlever pour le net, etc. Tu es quelqu'un d'aisé, de plus en plus aisé, tu as une vie bien meilleure que tous tes voisins, et ce genre de choses, mais t'es pas riche. Pour quelqu'un qui peut se permettre de mettre de l'argent de côté, qu'est-ce que tu recommandes, par exemple? Là, s'il y en a qui nous écoutent et qui se disent, bah, en fait, j'ai envie de commencer à investir. Pourquoi pas dans la tech et dans l'IA parce que c'est le sujet du moment et qu'en fait, des boîtes qui intègrent pas l'IA aujourd'hui, c'est mal parti, non? C'est quoi ta Non, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend les métiers que tu Pas du tout d'IA. Là, tu reçois des decks de boîtes qui ont intégré zéro IA. Personne n'intègre zéro IA, ça Ouais. reste pas. Je suis sûr, même qu'ici, vous avez mis l'IA un peu partout. Ouais. Même pour un montage vidéo, pour ce genre de choses, si t'as pas mis l'IA, t'es complètement dans un compte. Donc, Ouais. mais t'es pas une boîte IA pour autant. C'est comme si je me disais, je monte une boîte et j'utilise pas Internet. Bon, à l'époque, non, mais toi, c'est un peu aberrant. Ou alors, il y a le téléphone qui est sorti, je suis encore au fan. Mais c'est pour ça que je te disais, tu vois plus passer maintenant de boîtes sans IA. Ceux qui veulent se lancer là, c'est quoi les conseils que tu leur donnerais avec un Mais petit réfléchir pour se lancer à monter une boîte ou pour investir dedans? pour investir. Ok, pour investir, ça dépend de ton argent. Si t'as 10 000 balles, je te Non. dis, tu fais rien. Ah ouais? Ah, rien. Garde-le pour toi. Ça- Ou fous-le sur un placement. Soit. Ah, ça veut dire le foutre soit à la banque, soit sur le Trade Republic qui va te Ah, faire une 2%. ok. Non, mais parce que avec 10 000 euros, on va dire, allez, moins, tu mets même 10 moins, tu peux. Par mois. Ah non, moi je dis, c'est quoi ton capital que tu veux investir? D'accord. Ouais, C'est pas le capital, t'as combien d'argent, tu veux investir quoi? Si c'est 10 000 euros, je vais te dire, fous-le à 3% sur un truc, garde-le très liquide, tu peux en avoir besoin, te faire virer demain, Bien sûr. vouloir partir en vacances, te faire larguer par ton conjoint, etc. Garde ton argent. À partir de 25-30 000 euros, je vais te dire, faut commencer à réfléchir au Mais sujet. toi, tu investis pas par mois parce que moi, pour moi, l'investissement, Non. c'est forcément par mois. C'est routinier, c'est un truc que j'ai mis en Mais place. j'ai pas de salaire depuis 4 ans, donc déjà, donc je reçois pas j'ai pas de salaire entrant qui fait que je peux le placer, donc moi qui le perçois, Ah c'est ouais, pas ça. tu le fais pas, ça, c'est rassurant quand même. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai mis en place pour Bah, avoir l'impression non. d'avoir une vie normale. J'ai ma paye qui tombe. Ah, mais j'ai pas de salaire, donc c'est pas un choix si j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi de l'argent. J'ai pas de salaire depuis 4 ans. Comment tu gagnes ta vie? Tu te verses quand même de l'argent à un moment, depuis tes boîtes jusqu'à ton compte. Non, mais ça fait comme ça. Tout d'un coup, tu sors, tu prends un gros montant sur un truc que tu as vendu, Voilà. puis là, tu te fais un virement une fois, t'as pas fait tout le Oh temps. non, t'as pas. Ah bah si, moi je le fais tous les mois. Mais c'est parce que t'as un toc. T'as un toc. Donc moi, je me fais un virement une fois et je sais que c'est bon pour. Mais parce que t'es pas très dépensier peut-être. Moi, je n'ai Très dépensier aussi.
Mais je me fais un gros virement, c'est peu importe, mais ça, c'est psychologique. Ouais. Si tu dépenses 50 000 € par an de charge, de ce que tu veux, j'en sais rien, moi, tu Ok. verses plus fois 50 000 ou 4 000 par mois, ça Alors, va les leur gens normaux, Thomas, ils ont un salaire qui tombe et du coup, à la fin Oui, du mois, ils se donc disent je réponds. ah bah je garde une partie de mon Pose la caramel. question. Mais les gens normaux, ici, ils gagnent, je sais pas moi, les Les 3 000. moldus comme moi. Ceux qui dépassent la moyenne française, donc déjà on est plus chez les gens normaux et qui vont gagner 3, 4, 5 000 € par mois. Quelle est la part qu'il leur reste? Allez, on va dire 4 000 €. S'il leur reste 1 000 balles par mois, Ok. donc ça veut dire qu'ils ont fait un gros effort quand même pour Ouais. garder de l'argent qui n'est pas dépensé en autre chose. 1 000 balles par mois, il faut commencer à investir. Ouais. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, parce que pour faire de l'investissement, pour devenir bon, il faut en faire. La répétition, c'est un truc très japonais. Plus tu fais, Kaizen. plus t'es bon. Ouais, exactement. Tu fais. Si t'as la chance d'avoir pris, je sais pas, un bon métier à 38 ans et t'as plus d'argent et puis, allez, maintenant c'est bon, j'ai 50 000 €, 100 000 €, qu'est-ce que je fais? Tu vas être nul. Donc, il faut investir. De nous mettre dans une verticale, tu as dit, en fait, ce qui fait de moi un bon investisseur, c'est que je reste dans un terrain ultra connu. Et je pense, Depuis 15 ans. Sauf que, on entend, ça va à contre-courant des diversifier. conseils qu'on entend. Ouais. Yes, je pense, Je sais pas, toi, t'es TDAH, mais les gens qui nous écoutent, je suis obligée d'aller à la Pardon. fin de ma phrase. oui, mais ça a pris du temps. T'avais commencé et donc c'était long. Pense aux autres. C'était long. Ok, diversifier. Oui, mais pour moi, il faut diversifier de façon passive d'un côté Ouais. et diversifier ou investir de façon active. Si tu as 200 000 balles, je ne t'ai pas dit de mettre 200 000 balles dans la tech. Je vais dire, prends 20% et investis sur une entreprise non cotée. Moi, j'ai une app qui s'appelle AK.app. Et donc, je permets à tout le monde d'investir dans des boîtes, dans des prêts. Puis, on a fait Anthropic, Revolut. Et ça commence par 300 € par investissement. Donc, il ne faut vraiment pas être riche. Et donc, il faut commencer tôt et il faut le faire avec répétition. Notamment parce qu'il ne faut surtout pas investir une fois dans une boîte. Alors là, tu as une probabilité de te planter si tu investis tout dans une boîte ou deux qui est juste statistiquement énorme parce que les boîtes, elles se Bien plantent. sûr. Donc, il faut investir dans le minimum 20 boîtes. Donc, si tu as 10 000 €, tu es en train de dire, si tu as 10 000 €, il ne faut surtout pas tout mettre dans une boîte, publique ou privée d'ailleurs. Hein. Ouais. Il faut investir dans minimum 20 boîtes, si possible 30. Donc, ça va faire 500 balles ou 300 balles par investissement 30 fois. Et donc, pour ça, il faut le voir passer, il faut comprendre ces trucs-là. Et donc, c'est en fait fermé à tout le monde. C'est pour ça que je fais le métier que je fais. Si tu es entre 10 000 et 50 000 €, en gros, c'est là où ça fait sens de commencer à réfléchir à ce que tu fais. Il faut effectivement diversifier sur des classes d'actifs qui sont liquides et d'autres qui ne le sont pas. Il faut que tu gardes du cash. On a tous des problèmes qui arrivent dans la vie. Et donc, il faut garder une partie cash. Ça, chacun définir. Plus tu as de l'argent, moins tu en gardes en cash. Moins tu en as, plus la proportion est élevée. Ici, tu as 50 000, je te dirais, garde 10-15 000 € en cash. Il va te rester 35 000 € à investir. Il faut absolument faire du non-coté. Parce que c'est tout simplement, tu vas sur ChatGPT, classe-moi les actifs principaux, leur taux de rendement depuis 30 ans, depuis 20 ans. Tu auras immobilier, taux sans risque, donc c'est livret A, etc., ils perdent de l'argent. Taux sans risque, les ETF, et après, tu as les actions. Enfin, il faut absolument faire du non-coté, parce que c'est ce qui fait le plus d'argent, tout simplement. C'est bien fait. En revanche, le non-coté, c'est sur du long terme. Tu investis sur des boîtes, tu sors 10 ans après. Et puis, si on n'y connaît rien, comment est-ce qu'on muscle son Bah, il faut commencer. Et comment? Je suis désolé de dire qu'il faut parfois perdre de l'argent pour en gagner. Ouais. Mais il faut se retrouver entouré de gens qui D'acheter des t'accompagnent. formations, il faut mieux, en fait, Ouais, faire faut y aller. comme toi avec les ads Facebook quand tu t'es lancé. Exactement. Tu mets le pied dedans et tu vois ce qui se passe. Tu veux. Donc moi, AK, ça me permet de faire ça. Tu as d'autres trucs en France à mettre de le faire. Et il faut y aller, mettre un petit peu d'argent. Et en réalité, d'ailleurs, si tu es bien accompagné, que tu fais ça avec un peu de volume, tu vas gagner de l'argent. Il faut faire On du peut regarder sur Claude ou ChatGPT et leur demander des conseils d'investissement ou c'est la pire idée de la Terre? Je ne saurais pas pour l'instant. Il y a Claude qui est sorti hier et Perplexity la semaine dernière des outils d'analyse financière. Il serait bien bête de ne pas les utiliser dans la compréhension du sujet. Mais le problème, quand tu n'as jamais investi dans des entreprises, publiques ou privées, ou même les cryptos ou l'or, etc., c'est que tu sais pas vraiment où regarder. Exactement. Et le plus gros problème qui suit à ça, c'est que les gens pensent savoir où regarder. Il y a rien de plus, il y a pas mal d'études là-dessus, sur plein de trucs de statistiques dans les jeux, les machins, etc. Il y a rien de pire qu'une personne qui pense savoir piloter l'avion, si tu veux. Et c'est ça qui se passe. Et donc, en réalité, il faut prendre un peu de recul, savoir qu'on connaît un petit peu et qu'on est peut-être meilleur que ses potes, mais qu'en fait, on est encore assez loin de ça, du vrai truc. Et que donc, investir sur l'or, c'est pas juste, ah, je le savais, il y avait la guerre. C'est, il y a plein de trucs macro à regarder, il faut y passer son temps et sa vie, en fait, pour comprendre, pour se faire un avis qui peut être faux, pour se faire un avis si l'or va monter ou baisser. Et donc, c'est bien de s'entourer un peu. Alors, tu as 20 000 balles. Ouais. 20 000 €. Tu fous 5, 7, 10 000 € en cash que tu gardes, et c'est tout. Il t'en reste 10, fais un peu de privé et fais du taux sans risque. C'est ça que je te dirais faire. Et à quelle fréquence tu regardes et comment tu Quoi regardes? Tu as tes investissements? Est-ce que c'est tous les jours? Non. De façon frénétique? Ce que tu dis, ça s'appelle le stock trading, le stock picking, pardon, ou le day trading. Stock picking, stock, c'est une action en anglais, donc tu piques. Pique, ça veut dire choisir, tu le cliques.
Et day trading, bon, c'est le trading chaque jour, quoi. Il y a des études Sur sur cette chaîne, vous progressez en anglais tous les jours. ouais, de day trading avec l'accent. 74% des gens, pareil, ChatGPT, allez sur Claude, arrêtez de faire ça. 74% des gens sur les applications comme Trade Republic, etc., qui font ça, qui choisissent, qui vendent, ils disent plein Tesla va monter, etc., perdent de l'argent. Moi, Et je ceux, fais un attends, moi, je fais un peu ça. ouais, mais il faut pas faire ça. Et ceux qui en gagnent, donc les 26% restants, Ouais. sous-performent de 4 à 6 points les ETF, donc les indices, comme le CAC 40, etc. Statistiquement, Mais c'est l'effet la Doppler, c'est facile. totalité des gens qui font ça perdent de l'argent. C'est pas compliqué. En revanche, tu as toujours un pote qui a investi sur machin et qui a fait x100 et du coup, ça devrait. Il faut Bien pas sûr. faire ça. Le seul investissement qui fonctionne, c'est de comprendre l'actif, de se demander si dans 5 ans il sera encore là et si on y croit. C'est tout. Et donc, il ne faut pas regarder tous les jours. On s'en fout. Mais comprendre l'actif, ça dépend lequel. Comprendre l'actif. C'est la pomme de terre. Les matières premières, tu ne trades, t'achètes et tu vends que sur de la volatilité ou en faisant la prévision que ça va monter ou descendre. Et donc, toi, Il n'y a rien en tu dessous. comprends les actifs. Parce que ça. Enfin, Évidemment, je comprends les actifs. Mais tu arrives sur le truc ETF, tu comprends rien. Parce que ETF, c'est pas un actif, c'est une somme d'actifs. Donc là, ETF, sur du long terme, pas sur du court terme. Le CAC 40, il peut baisser pendant 3 ans, là. Mais on s'en fout. Sur 10 ans, il va monter, c'est sûr et certain. Parce que l'économie grossit. Et donc, si tu es prêt à rester longtemps, tu vas mécaniquement gagner de l'argent. Et après, la question, c'est est-ce que tu essaies de surperformer le truc de base. Mon point, c'est que ceux qui font du stock picking sur Trade Republic perdent de l'argent. Point. Faut arrêter de faire ça. C'est normal, c'est un métier, ça s'appelle des traders. Ouais, C'est un métier. C'est fait pour. Je sais, c'est addictif, tu as des plus, tu as des moins, machin, etc. Ça. Tu perds de l'argent. Et donc, je dis, si tu veux gagner de l'argent, il faut du long terme. Sur du long terme, tu as différents actifs qui existent. Tu as de l'immobilier, mais ça te fait une renta à peu près nette de 8%. Tu as du public, tu as les ETF, mais sur une renta nette d'à peu près 12%. Tu as des actifs non cotés, SpaceX, Anthropic, OpenAI, etc. Je ferais quand même remarquer que la plupart de la valeur de ces boîtes, elle a été créée avant de devenir publique. Hein. Ceux qui sont rentrés sur Airbnb au début, ils ont fait x10 000. Ceux qui sont rentrés quand c'était privé, c'est rentré en bourse. C'est rentré en bourse. Il faut le dire parce que moi, j'ai souvent la confusion. Non, devenir public, c'est pas médiatique. C'est que tu mets. Non, mais devenir public, les gens peuvent se dire en France, une boîte publique qui est dans le domaine public. Ah oui, non, pardon, j'avais pas en tête. Non, devenir public, c'est tu fais une introduction en bourse et donc quelqu'un peut aller sur Boursorama et acheter, vendre. C'est public. Bon. Et donc, tu as des reportings tous les trimestres, etc. La plupart de la valeur, elle se fait avant. Le mec qui est rentré, je reprends l'exemple que je prenais de Airbnb qui est rentré quand ça valait 10 millions. Ils sont rentrés en bourse, je sais plus quel valo, je crois que c'est 30 milliards. Mais ils ont fait des fortunes. Ceux qui sont rentrés après être public, tu peux faire un x2 si tu veux, ça se passe bien, tu as de la chance, mais ça va s'arrêter à ça. Bon. Donc la valeur est principalement dans le privé. Et donc je dis simplement que si tu le fais, il faut le faire. Soit tu es un professionnel, ce qui est mon cas. Et moi, je peux rentrer pour sortir vite, comme un trader peut rentrer sur la public pour sortir vite, parce qu'il s'est fait une idée de la bulle en cours, de est-ce que l'euro et le dollar c'est trop bas, trop haut, est-ce que c'est son métier, il fait ça toute la journée. Si c'est pas ton métier, tu ne surperformeras pas l'indice de marché. Ce n'est pas vrai. Mais bon, ChatGPT, j'invite tout le monde à faire ça après Après, l'investissement, ça marche parce qu'il y a plein de gens qui font ça n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? C'est aussi ce qui fait le Ah, mais moi, ça marche parce que ceux qui font les professionnels se jouent des gens qui font ça. Tout le monde était expert, oui, mais c'est un Ponzi. Mais c'est bien sûr, mais c'est pas un Ponzi, c'est pas. En tout cas. Non, mais c'est la patate chaude. C'est un Ponzi, mais c'est une patate chaude. Mais tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. C'est que en général, les particuliers finissent par rentrer quand tout le monde en parle déjà. Et tous ceux qui sont déjà dedans ont intérêt à en parler. Et donc, il y a un combat entre ceux qui vont rentrer et ceux qui veulent que des gens rentrent. Puisque eux, ils sont déjà dedans, ça va faire monter la valeur de la boîte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dedans. En revanche, tu prends l'ETF, tu es tranquille, mais reste sur du long terme. Voilà. C'est ça mon simple vrai conseil. Il faut arrêter de se prendre pour des traders, et en crypto, et en action, et même en entreprise privée, quand tu fais sur une ou deux boîtes en te disant non. Et pour investir en start-up, alors pour ceux qui veulent commencer à investir en start-up, est-ce que tu le recommandes et comment est-ce que tu le ferais avec pareil plutôt des petits tickets, quoi, des 5 000? Je le recommence bien accompagné. J'irai jamais sur une marketplace ou sur un site internet où tu as 20 projets en même temps, il y en a plein depuis 15 ans, où tu as 20 projets en même temps, tu arrives, tu regardes et tu dis tiens, celle-là, je l'aime bien, je mets 10 balles. Tu n'as pas du tout ni eu le temps, ni l'énergie, ni la connaissance du fondateur que tu n'as même pas rencontré d'ailleurs, etc., parce que tu avais une vidéo dessus pour prendre cette décision. Donc toi, indispensable, c'est la team. Là, c'est ce que je comprends. Quand tu rentres dans une boîte, c'est toujours l'équipe. La boîte dans laquelle tu investis, c'est toujours l'équipe. Ça, effectivement, c'est le premier truc. Mais tu la connais pas trop. Au pire, le mec, c'est un mec qui sait vendre sur une vidéo et le mec, il a RCA, c'est tout.
Et donc, je le ferai avec des gens qui m'accompagnent. C'est ça mon simple sujet. Il y a différentes solutions en France pour le faire. Genre quoi? Et en Europe. Bah, moi, du coup, App, c'est une app mobile qui ressemble à Trade Republic. Hein. C'est une app mobile, tu arrives et en fait, on va te sélectionner ce qui nous paraît être quelque chose à vraiment regarder parce que nous, on a une équipe d'investissement, on rentre dedans. Start-up. Et c'est 2 types de boîtes. C'est des startups, donc ce qu'on appelle les startups, c'est des boîtes qui sont jeunes, qui ont des promesses de très forte croissance. Et donc là, on rentre en se disant soit en faire x10, soit en faire x100, ça dépend de ce qu'on regarde. Ou alors, on fait ce qu'on appelle du pré-IPO. Donc le pré-IPO, ça veut dire entrer en bourse en anglais. Initial Public Offering, IPO. Et donc pré-IPO, c'est juste avant. C'est typiquement une boîte comme Anthropic. On est rentré il y a 18 mois, typiquement. On a fait des fortunes là-dessus. C'est pré-IPO parce que c'est déjà énorme. Et donc là, c'est pas le même jeu. Parce que tu sors assez vite. Tu peux sortir 12 mois plus tard, avec en général des multiples plus petits. Tu vas viser du x1,5, x2, x3. Encore une fois, là, il y a une bulle, donc c'est beaucoup plus, mais au global, c'est dans le truc. Mais c'est plus petit, c'est plus serré, etc. Voilà. C'est aussi un peu plus risqué parce que tu as un accès à l'information moins important que quand tu parles à une équipe jeune où en fait, tu as accès à toutes les datas. Voilà. Et comment tu sélectionnes les fondateurs? Parce que tu dis l'équipe, c'est primordial. Comment tu sélectionnes Alors, j'ai pré-IPO, j'ai une petite idée. Ne sélectionne pas. Jeune pousse, tu sélectionnes pas? Non, mais ne sélectionne. Il faut en faire beaucoup. Et donc, en fait, je voudrais pas donner l'impression qu'une personne qui a un peu d'argent va pouvoir sélectionner une équipe. Tu commences à sélectionner quand tu as fait 50 erreurs avant. Okay. Et quand tu étais toi-même entrepreneur. D'ailleurs, quand tu as fait les choses, évidemment, tu as plein de trucs au milieu que tu vois là. Mais indépendamment de ça, moi, j'ai fait des investissements où j'avais un PDG de la boîte, un CEO, en anglais, on dit, un PDG de la boîte qui était ultra salesy, machin, un visionnaire. En fait, derrière, il n'exécutait pas. Et donc, j'ai fait des bêtises là-dessus. Après, à l'inverse, j'ai fait des trucs qui étaient un mec hyper geek, hyper développeur, machin, etc. Mais en fait, il n'avait pas non plus un mec avec lui pour aller faire de la croissance. Et donc, progressivement, c'est comme pour tout, toutes les relations dans la vie, tous les métiers, tu commences à comprendre les équipes à qui il manque pas trop de cases. Non, parce qu'il manque toujours des cases. Qui ont de l'ambition, qui disent pas n'importe quoi, qui comprennent leur chiffre, qui comprennent le marché. Et avec l'expérience, tu finis supposément par être bon. Et après, il y en a qui sont bons avec l'expérience et d'autres qui resteront nuls toute leur vie. Donc après, il faut être bien entouré. C'était une superbe phrase de fin. Voilà. Ne soyez pas nuls toute votre vie. Entourez-vous. Merci Thomas d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite? linkedin.com/Thomas-Rebaud. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.